Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, pour ce numéro de À la française, je vais vous emmener rencontrer un chef d'orchestre absolument fabuleux. Il s'appelle Jean-Philippe Sarcos et nous allons parler évidemment d'art musical. Bonjour Jean-Philippe, chef d'orchestre du Palais Royal, s'il vous plaît. Jean-Philippe, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de musique, évidemment aujourd'hui, de musique. Un chef d'orchestre, tout de suite ma première question, comment est-ce qu'il fait pour diriger un orchestre? Alors moi je ne saurais pas trop l'expliquer parce que je fais ça depuis que je suis tout petit, donc j'ai commencé à donner des concerts à 14 ans, voilà, c'est ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'arriver déjà à concentrer toutes les énergies pour que tout le monde ait envie de faire la même chose. Le chef est là comme au service de tous ces musiciens pour leur permettre chacun d'exprimer ce qu'il a dans le cœur avec une unité. Un peu comme un chef d'entreprise, chef d'orchestre, chef d'entreprise, il y a le mot chef dedans. L'idée c'est de rassembler l'ensemble d'énergie, on va dire, tout autour de toi, mais il faut avoir donc, c'est quoi? C'est le charisme qu'il faut avoir, c'est quoi? Le charisme, je pense que c'est indispensable, il faut que les gens aient envie de suivre. Et puis après, il y a plein de techniques, bien sûr, notamment de bienveillance. Je crois qu'il faut aimer les musiciens, il faut aimer les chanteurs qui sont là. Je me souviens qu'un jour, je donnais un concert avec le Requiem de Fauré à la Madeleine. Et 5 minutes avant, je commence à m'habiller. Et puis je m'aperçois que j'avais oublié mon pantalon et mes chaussures. Donc j'étais en jean et en basket et j'avais ma queue de pie en haut. Et donc j'étais très embêté. Donc je demande à quelqu'un d'aller me le chercher, mais cette personne n'est pas arrivée à temps. Et donc je suis rentré sur scène avec la queue de pie, la chemise blanche, le plastron, le nœud papillon, et puis le jean et les baskets. Je suis assez attentif à l'habit, justement, parce que c'est un habit de serviteur que porte le chef d'orchestre. Ce n'est pas un habit de prestige, c'est un habit de service. Et c'est l'habit de mes maîtres, c'est l'habit que portait Georges Prêtre, c'est l'habit que portaient tous les grands chefs qui m'ont précédé. Et je dois dire que chaque fois que je le mets, c'est quelque chose pour moi d'important. Et alors pendant le concert, quelqu'un est arrivé avec ma tenue et à la fin, il y avait une réception. Et donc je me suis mis les chaussures vernies, le pantalon, etc. Et tout le monde a trouvé que c'était vraiment dommage parce que c'était... un peu rock'n'roll et ça leur a... Ils avaient beaucoup aimé parce que surtout je leur avais dit combien j'étais embêté, donc ça les a beaucoup fait rire. Bon, d'accord. Il y a souvent quelque chose, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est la baguette. La baguette, elle est en fibre de carbone ou en fibre de verre, donc elle est assez souple. Et souvent, quand on dirige, on est en pleine action, on ne fait pas attention. Et parfois, j'attrape avec le bout de la baguette le pupitre ou une partition. Et très récemment, la baguette est partie en l'air.
elle a tourbillonné. Je me suis dit, quand elle va tomber, elle va éborgner quelqu'un. Et puis elle est tombée juste à côté de quelqu'un sans faire de mal, mais elle aurait pu le faire. Alors, je vais t'emmener pour parler de musique. Mais écoute, dans un lieu empreint de grands compositeurs, de grands interprètes, essentiellement russes, mais il y a des Français aussi. Nous allons aller au conservatoire Rachmaninov. Donc vous êtes au conservatoire Rachmaninov, qui a été créé en 1923, comme son nom l'indique, par des immigrés artistes russes. Parmi eux, on a donc l'illustre Serge Rachmaninov, qui en a été le président d'honneur pendant plusieurs années. Et je vais vous montrer ce qui était intéressant, c'est qu'en fait toute la société parisienne, surtout musicale, s'était retrouvée, se retrouvait régulièrement dans ce lieu. Maurice Ravel, on va trouver de Saint-Martin, on va trouver Toscanini, on va trouver Jacques Thibault. Jean-Philippe Sarcos, merci beaucoup de répondre à nos questions sur l'art de la musique. Ah, mais avec plaisir. Alors, tu diriges aujourd'hui l'Orchestre du Palais Royal. Maintenant, évidemment, comme toujours pour mes invités, je veux savoir comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de la musique. Pour ma part, j'ai jamais voulu être chef d'orchestre. Ah bon, d'accord. Jamais, jamais. Mais ça s'est toujours fait comme ça. J'ai commencé à donner des concerts, à diriger à 14 ans. Ah oui. Et j'ai plus jamais arrêté depuis. Mais il y avait un piano à la maison et quand j'étais petit, j'aimais beaucoup y taper dessus, ce qui exaspérait mes parents. Donc ils m'ont dit, faut absolument que tu apprennes, en pensant que ça me dégoûterait et que ça m'empêcherait de continuer. Et puis ça m'a beaucoup plu. Et à 14 ans, j'ai eu l'occasion de diriger, que je n'ai pas souhaité diriger. J'ai dirigé parce que la personne qui devait diriger n'était plus là. Et donc j'ai dû la remplacer comme ça, au pied levé. À 14 ans. Voilà, c'est ça. Wow. Et c'était une personne que j'admirais beaucoup et qui est morte. Et quand j'avais 14 ans, du jour au lendemain, tout son orchestre, son chœur, tout ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de chef. Alors moi, je trouvais ça vraiment tellement dommage que je me suis proposé le chœur et je leur ai dit, mais il faut absolument continuer, ne serait-ce qu'en mémoire. Et puis, ils m'ont dit, mais on n'a personne pour nous diriger. Ben, je leur ai dit, écoutez, moi, je joue du piano, je joue de l'orgue, je peux essayer peut-être. Et puis, la première fois, ça a dû être... c'est inexpérimenté, mais ça leur a beaucoup plu, on a continué, et voilà, et puis ça s'est enchaîné. Après, je suis venu à Paris faire mes études au Conservatoire de Paris. Et aujourd'hui, l'Orchestre du Palais Royal. Et aujourd'hui, voilà, je dirige pas mal d'orchestres, dont le Palais Royal. Plusieurs, d'accord. Oui, et je vis une vie merveilleuse, faite de musique du matin au soir, et j'en suis ravi. Quelle est la différence entre la musique française et les autres musiques ? Je crois qu'en France, on a toujours eu pendant des siècles des caractéristiques qui d'abord viennent de notre langue. La langue française, c'est une langue qui a réuni des peuples qui étaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, avec des accents très forts. Et donc il a fallu faire ce mélange pendant les 1000 ans où on a fait la France, où les rois ont fait la France. Il a fallu mélanger tout ça, à résulter de cela, une langue pleine de subtilité qui justement voulait accueillir toutes les spécificités des peuples qui étaient agrégés pour faire la France. Et donc ça a donné une musique pleine de couleurs, pleine de demi-teintes. Par exemple, en Italie, on a toujours des couleurs très éclatantes, avec du rouge, des tomates qui explosent, des couleurs très extérieures. Alors qu'en France, on n'est pas du tout comme ça. On est dans des couleurs pastels, des couleurs beaucoup plus tendres. Et ça, c'est une caractéristique de la musique. Dans les peuples allemands, par exemple, on a toujours voulu une musique qui réunisse tous ces instruments pour faire un merveilleux son où tous ces instruments sont une composante du son, mais un peu indistincte. En France, on n'a jamais voulu ça. Depuis les Gaulois, je crois qu'on a toujours voulu que chaque tribu ait sa spécificité et garde sa spécificité. Je pense qu'en Savoie, dans le Languedoc, en Bretagne, on n'est pas pareil qu'à Paris ou en Anjou. Eh bien, dans l'orchestre, c'est la même chose. Le hautbois, en France, ne ressemble pas à la clarinette. Et au contraire, tous les compositeurs ont voulu magnifier le son du hautbois, magnifier le son de la clarinette, les juxtaposer, faire qu'ensemble, ils puissent dialoguer, se réunir parfois,
mais vivre chacun avec leur couleur. Je crois que Wagner, Brahms, tous les compositeurs allemands, ils vont développer, ils vont prendre un thème et le développer pendant une demi-heure. Alors qu'en France, dès qu'on a trouvé un thème génial, on le dit une fois et puis on passe à autre chose. Je pense que ça prouve qu'il y a dans l'âme française, il y a quelque chose de spécifique. Et que les autres ne peuvent pas avoir. Voilà. Je crois que c'est Taine qui disait que l'art est le miroir de l'âme d'un peuple. La musique française vient de la langue française et c'est une langue française non accentuée, à la différence de la langue italienne ou de la langue anglaise ou de la langue allemande. La langue française est une langue plate. Et donc notre musique a ce côté un peu de platitude. Et donc comme il y a de la platitude, il faut trouver de la subtilité. Je pense que, comme souvent en France, les choses commencent avec Louis XIV. Et quand Louis XIV, après la Fronde, va reprendre les rênes de son char royal, eh bien, il va vouloir se détacher de l'impérialisme italien. Quand il veut refaire la façade du Louvre, le Bernin lui propose une merveilleuse façade, et Louis XIV tombe amoureux de ce plan, mais il dit au Bernin, repars vite en Italie parce que je ne veux pas de ça en France. Moi, j'ai envie d'une façade française. Ce qui est amusant, beaucoup de monde le savent, c'est qu'il va faire appel à un Italien, justement, pour contrer les Italiens. Et c'est le jeune Lully, qui était l'ami du roi, qui va réinventer la musique française et l'opéra français. Lully va partir de la déclamation, va partir de notre langue française pour créer l'opéra français qu'on appelait à l'époque la tragédie lyrique. Et cette tragédie lyrique n'est rien d'autre que la déclamation mise en musique. Essayer de suivre le discours qu'on aurait en parlant et de faire vivre des notes sur ce discours. En 5 actes, avec des ballets, parce que ça aussi, la danse, c'est quelque chose de très important dans l'esprit français. C'est la danse des bulles de champagne dans les flûtes. Je pense que dans les salons qui existaient en France avant la Révolution, cet esprit toujours sarcastique, cet esprit brillant, cet esprit qui voulait avoir toujours des effusions d'intelligence, eh bien c'est la légèreté de la danse. Et au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle encore, l'opéra français se distinguera par la danse. Maintenant, tu t'es arrêté à la Révolution. Après la Révolution, comment évolue la musique? Après la Révolution, elle va évoluer grâce au Conservatoire de Paris qu'avait créé Louis XVI. C'est Louis XVI qui, en 1783, va créer l'école royale de chant et de déclamation. Dans l'hôtel des Menus Plaisirs du Roi, salle qui existe toujours encore aujourd'hui, et dans laquelle j'ai beaucoup dirigé, dans laquelle Berlioz a créé la symphonie fantastique, dans laquelle on a créé en France toutes les symphonies de Beethoven. Après la Révolution, elle va continuer la mission qu'avait donnée Louis XVI, et ce conservatoire va être un endroit où tous les grands compositeurs vont exalter l'esprit français et transmettre cet esprit français qui remontait déjà à plusieurs siècles et qu'ils vont transmettre aux générations qui viennent. Et donc ce conservatoire de Paris, qui fonctionne encore aujourd'hui merveilleusement, fait des miracles parce qu'il arrive à créer les musiciens les plus talentueux du monde. Je crois que le conservatoire de Paris aujourd'hui est un endroit où une formation d'élite, où énormément de musiciens du monde entier viennent apprendre une certaine façon de jouer la musique. Et on va avoir une musique au XIXe siècle qui est en France, qui est pleine de clarté. C'est Rivarol qui disait « Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français ». Et ça, c'est une belle définition de l'esprit français, c'est l'esprit de clarté. Alors, quelles sont les grandes tendances? Il n'y a rien de mieux qu'un pont pour parler des tendances, justement, qui nous emmènent d'un moment à un autre, d'un lieu à un autre. Il y a eu des grands compositeurs qui ont été oubliés pendant un certain nombre d'années, qui ont réapparu. Dans les années 80, on a eu cette grande redécouverte de la musique baroque. Oui. Alors, redécouverte
c'est un peu exagéré quand même parce que Bach était joué avant les années 80. Oui. Mais on a redécouvert beaucoup de compositeurs baroques et on a redécouvert surtout la façon de les jouer, donc avec les instruments anciens et toute une manière d'étudier les traités pour arriver à interpréter dans l'esprit de chaque époque. Voilà. Maintenant, tout cela, c'est un peu émietté et je crois que ce qui caractérise notre époque, c'est que tout est devenu très parcellaire. Et on écoute aujourd'hui la musique quand on est jeune, non plus en écoutant des CD où on avait une pochette qui expliquait la musique et qui donnait des informations sur le compositeur, mais on les écoute un peu au hasard en suivant des playlists Des petits morceaux. Spotify voilà, ou Deezer qui font qu'on entend des musiques, on peut aimer des musiques, mais mélangées. Souvent, quand on discute, et j'ai l'occasion de le faire avec beaucoup de jeunes, et je leur demande qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu aimes, ils me répondent moi j'aime tout. Je crois que c'est aujourd'hui, ça c'est une des réponses que j'entends le plus souvent, j'aime tout. Alors, évidemment, quand on aime tout, ça veut peut-être dire aussi qu'on n'aime rien vraiment, mais ça veut dire surtout qu'on a un flou intégral dans l'esprit. Et je crois que ce qui caractérise les années 2020, surtout chez la jeunesse, c'est la difficulté de se faire une culture musicale du fait justement de la façon dont on écoute la musique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse plein d'actions pour faire découvrir cette musique à notre jeunesse. Moralité, essayez d'écouter, je vous mets au défi, d'écouter une œuvre dans sa totalité. Choisissez, dans sa totalité, vous écoutez une œuvre, le disque ou l'œuvre du début à sa fin. Est-ce qu'il y a une façon de diriger un orchestre à la française? Ah ben oui, justement. Mais tous les noms que tu as cités, Toscanini, c'était l'italien par excellence, complètement furibond, colérique, extraverti. Bernstein, c'est le chef américain. Oui, Tout ce qui peut être typique de cet esprit américain d'autrefois, c'est-à-dire un esprit un peu excessif. Bernstein, il sautait partout, il n'hésitait pas à se mettre dans des états complètement disproportionnés. En France, une direction à la française, ça va être une direction qui va chercher tout ce dont on parlait tout à l'heure, caractéristique de l'esprit français, c'est-à-dire la clarté du discours, l'élégance aussi. Je pense qu'il y a une élégance à la française qui veut qu'on reste justement dans des limites du convenable, sans que ce soit pour autant de l'eau tiède. C'est pas ça. Tu as parlé de Karajan. Oui. Karajan, le Philharmonique de Berlin à l'époque de Karajan, c'est vraiment l'orchestre où justement on va tout uniformiser et ça va être tous les instruments qui vont se fondre. C'est absolument admirable, mais c'est complètement l'opposé de l'esprit français qui veut magnifier chaque sonorité d'instrument. Dans notre émission, nous avons une tradition, c'est de demander à notre invité son œuvre préférée. S'il y avait une œuvre phare comme ça, je pense à une œuvre que je dirige souvent qui s'appelle l'Intermezzo de Cavalleria Rusticana de Mascagni. C'est une œuvre italienne, une œuvre extrêmement extravertie, une œuvre fabuleuse dans laquelle je me reconnais complètement. Ta période préférée, ce serait quoi? Alors, on a compris, tu aimes bien quand tu es plongé dedans. Oui, parce que je suis pas... Évidemment, le XVIIIe siècle, c'est peut-être une époque... La fin du XVIIIe siècle est quelque chose qui, pour moi, est merveilleux parce qu'il y a évidemment cette révolution qui vient interrompre la musique en France. Pendant 20 ans, on ne va plus faire de musique en France. Donc ça, c'est quelque chose qui, artistiquement, est terrible. On va détruire aussi tous les instruments français. Mais à cette période, à la fin du XVIIIe, on arrive à une éclosion, un mûrissement des arts extraordinaire. Nous arrivons à la fin de notre émission. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu nous donnes des informations pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient en savoir plus sur ce que tu fais, te suivre, et puis l'Orchestre du Palais Royal. Très bien, mais
Alors c'est très facile parce qu'aujourd'hui sur Internet, on Oui. tape orchestre Le Palais Royal. Un beau site. Le Palais Royal, il y a un beau site qui explique tout. On a une saison intéressante avec 50 concerts par an. Ah, c'est pas mal. Voilà. On fait aussi des concerts pour les enfants tout petits, entre 0 et 7 ans, Ouais. parce qu'on pense que c'est important de faire ça. Donc, sur des tapis avec des musiciens qui sont proches, et on donne des concerts tous les mois. Et puis, on a notre académie du Palais Royal, où on a 400 étudiants par an qui viennent et à qui nous faisons travailler dans un orchestre et de chœur. On leur fait travailler les grandes œuvres du répertoire et on donne des grands concerts monstres avec le Requiem de Verdi, des grandes œuvres. Alors, moi, mon challenge, je vais le faire avec toi, suite à ce que tu as dit. Mon challenge, chers auditeurs, mon défi, pardon, pas mon challenge, mon défi, eh bien, c'est tout simplement d'écouter une œuvre interprétée par deux grands chefs d'orchestre complètement différents. Et là, vous allez voir que l'œuvre est... On a l'impression que parfois, ce n'est pas la même. Donc, mon défi, c'est vous trouvez une œuvre qui vous plaît bien, une œuvre très classique, la 9e, on s'en fiche de Beethoven, par exemple. Vous prenez Karajan, si vous arrivez à trouver Toscanini, et vous allez voir, mais ça n'a strictement rien à voir, c'est extraordinaire. C'est là où on comprend toute la nuance de la musique classique, tout le talent du chef d'orchestre qui prend son essor, qui prend son importance. C'est quelque chose, c'est une expérience qui est très intéressante et qui va vous surprendre.